Nous accueillons un invité spécial puisqu'il vit actuellement à Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis. Et nous allons évoquer avec lui la situation aux États-Unis, la situation après l'élection présidentielle qui a vu la victoire de Joe Biden. Il a écrit cet ouvrage Après Trump, point d'interrogation. Guy Millière, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, ex-maître de conférence à Paris 8 et surtout, vous vivez aux États-Unis. Vous avez écrit aux éditions Ballant Après Trump, point d'interrogation. Après Trump, c'est en ce moment. On a vécu l'investiture de Joe Biden. Quelle est l'atmosphère aux États-Unis en ce moment? L'atmosphère est une atmosphère très étrange, comme vous le savez et comme vous l'avez vu à la télévision, le jour de l'investiture de Joe Biden, la ville de Washington était sous occupation militaire. Il y avait plus de militaires à Washington quadrillant la ville, empêchant d'entrer dans la ville, qu'il n'y en avait à Bagdad à la fin de la guerre en Irak. Et donc la ville était totalement déserte. Et pour la première fois, vous avez eu un président des États-Unis qui a prêté serment devant une grande esplanade, la grande esplanade qui va du Capitole jusqu'au Lincoln Monument, qui était vide de toute personne. Les personnes avaient été remplacées par des drapeaux. Si vous regardiez les rues de Washington, vous avez pu les voir. Si vous avez regardé la télévision, le cortège qui s'est déplacé, les rues de Washington étaient elles-mêmes désertes, et sur tout le parcours du cortège, toutes les rues étaient séparées de leurs trottoirs par de grands murs gris qui étaient surmontés de barbelés et gardés par des militaires. Donc cela donnait l'impression non pas d'une intronisation aux États-Unis, mais d'une intronisation dans une république bananière ou dans une dictature comme il en existait en Europe de l'Est. Il y avait une dimension assez sinistre. Pourquoi est-ce qu'il en était ainsi? Eh bien, tout simplement parce que beaucoup de gens considèrent que Joe Biden n'est pas légitime. L'élection s'est passée dans des conditions étranges. Et je dirais même que si l'on regarde les choses de près, il y a eu des fraudes massives. Et donc, vous êtes dans une situation où la moitié, dans certains sondages, même plus de la moitié de la population, considère que Joe Biden n'a pas été élu légalement et n'est pas un président légitime. Et je m'attendais donc, dès lors qu'il y a eu tout cela depuis 2 mois, à ce que l'intronisation de Joe Biden se passe de cette façon-là. Et dans son discours, Joe Biden a d'ailleurs parlé d'unité, de nécessité de réunifier la population, mais en même temps, il a d'une certaine manière insulté tous ceux qui n'ont pas voté pour lui, en les traitant de racistes et en les traitant de terroristes intérieurs. Donc si vous voulez unifier, vous n'insultez pas ceux qui n'ont pas voté pour vous. Et je dirais que les premières mesures qu'il a prises, d'ailleurs, dès le premier jour, il a signé 17 executive orders, et ces 17 executive orders sont extrêmement diviseurs de la population. Je peux rentrer dans le détail. Ces executive orders sont absolument abominables. Même le jour de l'investiture de Joe Biden, on a parlé de Donald Trump et notamment de son absence. Il n'a pas voulu passer le flambeau directement à Joe Biden. Pourquoi on s'acharne autant sur le président sortant? Je dirais qu'on s'acharne sur lui depuis le jour où il s'est présenté. Je dirais que la gauche bien pensante, entre guillemets, elle n'est pas bien pensante du tout à mes yeux, la gauche s'acharne sur lui depuis qu'il s'est présenté à l'élection présidentielle, donc ça remonte à il y a 5 ans maintenant à peu près, et pendant toute sa présidence, il n'a pas arrêté d'être insulté, traîné dans la boue, diffamé de toutes les façons. Je commence mon livre en disant que je n'ai jamais vu autant de haine vis-à-vis d'un président, et je dirais qu'il en est ainsi parce que les États-Unis sont un pays où vous avez une bonne partie de la population qui continue à être imprégnée des valeurs traditionnelles des États-Unis, valeurs qui sont fondamentalement des valeurs chrétiennes, des valeurs de défense de la civilisation occidentale, et vous avez toute une autre population qui a eu le cerveau lavé par le lycée, les universités, par des enseignants d'extrême gauche et par des médias qui, pour l'essentiel, les médias américains sont d'extrême gauche. Ça n'est pas mieux aux États-Unis qu'en France sur ce plan. Et je dirais que toute cette population est une population qui est résolument hostile
aux valeurs traditionnelles américaines, hostile aux valeurs occidentales, hostile au christianisme. Et donc, comme Donald Trump a pris des positions très claires, disant qu'il voulait, lorsqu'il a dit I will make America great again, je vais rendre l'Amérique grande à nouveau, je vais rendre sa grandeur à l'Amérique, il a très très clairement dit qu'il voulait que les valeurs occidentales et les valeurs américaines traditionnelles soient des valeurs qui soient à nouveau défendues. Donc tout cela, ça a suscité une hostilité immense, et cette hostilité a aussi débouché, ce que j'explique dans un chapitre qui s'appelle Coup d'État, tout cela a débouché sur le fait que cette gauche, qui à l'époque était encore au pouvoir, c'était l'administration Obama, a tout fait pour torpiller la candidature de Joe Biden et ensuite pour torpiller sa présidence. C'est ainsi qu'on a vu émerger un faux dossier russe disant que Donald Trump était en collusion avec la Russie, une histoire complètement abracadabrante et destinée à le déstabiliser. Puis ensuite une histoire tournant autour d'un coup de téléphone avec le président de l'Ukraine, puis ensuite une destitution qui n'avait aucun sens et qui était montée sur un mode léniniste à mes yeux, je devrais presque dire stalinien. Ensuite, il y a eu le coronavirus et une volonté des gouverneurs d'États démocrates d'utiliser la maladie pour infliger le maximum de dommages économiques au pays. Puis, il y a eu les émeutes montées par des groupes d'extrême gauche marxistes, Antifa et Black Lives Matter, avec la bienveillance des démocrates. Puis ensuite, il y a eu l'élection qui a été porteuse de fraudes énormes, et Donald Trump n'a jamais reconnu la victoire de Joe Biden. Il s'est battu jusqu'au bout pour dire il y a eu des fraudes, et ce que l'on a vu, et c'est extrêmement grave pour les États-Unis, c'est des juges refuser de juger, refuser de regarder les preuves. Je dis ça parce qu'on a dit en France que les juges avaient regardé les plaintes qu'on avait déposées et avaient dit elles ne tiennent pas. C'est complètement faux. Les juges ont refusé d'examiner les preuves et ont dit on ne touche pas à ces dossiers. Donc les juges ont refusé de juger. Ensuite, la Cour suprême a refusé de défendre la Constitution parce que une plainte a été déposée contre plusieurs États par l'État du Texas avec l'appui de 18 autres États et de plus de 100 membres de la Chambre des représentants. Et la Cour suprême a dit vous n'avez pas voix au chapitre. Alors que les États en question avaient tout à fait voix au chapitre. Il disait qu'un président des États-Unis avait été désigné dans plusieurs États selon des procédures contraires à la Constitution des États-Unis. Le rôle de la Cour suprême, c'est de défendre la Constitution des États-Unis. La Cour suprême a refusé de jouer son rôle. Voilà, donc c'est une situation qui n'est pas achevée. D'ailleurs, même si Joe Biden a été intronisé, je dirais qu'il y a, comme j'ai dit, la moitié de la population au moins qui considère qu'il n'est pas un président légitime, et vous avez toujours des avocats, des associations qui veulent déposer plainte et qui veulent se faire entendre en disant l'élection n'a pas été légitime. Vous revenez dans votre ouvrage évidemment sur les 4 ans de mandat de Donald Trump, et vous affirmez à un moment donné, s'il n'y avait pas eu la crise du coronavirus, Donald Trump aurait été réélu quasiment les doigts dans le nez, si vous me permettez l'expression. Est-ce que vous maintenez, maintenant que Joe Biden a été élu, que sans le Covid, Donald Trump aurait enchaîné un second mandat ? Sans aucun doute, je dirais qu'avant le Covid, comme je l'explique en détail dans le livre d'ailleurs, ce qu'a accompli Donald Trump sur un plan intérieur et extérieur est absolument extraordinaire. Aucun président depuis Ronald Reagan n'a le bilan que peut afficher Donald Trump. Donald Trump a d'une part, sur un plan économique intérieur, redressé l'économie au point que vous aviez le plein emploi, et j'ai des exemples précis. Ma fille la plus jeune, et ça m'a fait penser à Macron. D'ailleurs, à un moment, Macron disait il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Elle m'a dit, quand elle a passé l'équivalent de son bac ici, je dois travailler, je voudrais me payer quelque chose. Je lui ai dit va en face et tu vas trouver un emploi. Une demi-heure après, elle est revenue, elle avait un emploi. C'était le plein emploi aux États-Unis. Le niveau de vie de la population montait, et je dirais que tout cela s'est remis en place très rapidement.
pendant l'été, malgré le coronavirus, il s'est produit le retour à la croissance que Donald Trump annonçait. La croissance au troisième trimestre de l'année aux États-Unis a affiché un taux de croissance record de 33,1% en rythme annuel. C'est un chiffre sans précédent. Sur un plan extérieur, Donald Trump a détruit l'État islamique et je dirais que les Européens devraient le remercier parce que l'État islamique était la base arrière depuis laquelle on organisait des attentats comme l'effroyable attentat du Bataclan en France, par exemple. Donc les Européens devraient avoir de la gratitude par rapport à cela. Donald Trump a endigué le régime iranien, qui est un régime extrêmement dangereux et qui était devenu depuis juillet 2015 le principal financier du terrorisme islamique international. Donald Trump a fait avancer la paix au Proche-Orient avec les accords d'Abraham. Donald Trump a commencé à endiguer la Chine et a mis en place des mesures qui étaient assez efficaces contre la Chine. D'ailleurs, la Chine a salué son départ en disant bon débarras Donald Trump. La Chine est prête à s'entendre beaucoup mieux avec Joe Biden, qui est lié d'ailleurs, ça se rajoute au reste, par des liens de corruption à la Chine. Et je dirais que si vous regardez ce qu'il y avait dans l'ordinateur de Hunter Biden, son fils drogué qui a abandonné un ordinateur chez un réparateur en se souvenant plus qu'il l'avait laissé, si vous regardez là-dedans, vous voyez que des millions de dollars ont été échangés entre la Chine et la famille Biden, qui est une famille criminelle. Et de ce côté-là aussi, il devrait y avoir des poursuites engagées aux États-Unis et je pense qu'il y en aura dans les mois et dans les années à venir. Donc le bilan global de Donald Trump, tant sur un plan intérieur que sur un plan extérieur, est un bilan qui était absolument remarquable. Et malgré le coronavirus, je dirais que jusqu'au mois d'octobre, personne aux États-Unis ne s'attendait à ce qu'il soit vaincu. Quand vous aviez des réunions publiques de Donald Trump, vous aviez entre 30 et 40 000 personnes enthousiastes. Quand vous aviez des réunions publiques de Joe Biden, vous aviez entre 10 et 20 personnes qui restaient dans leur voiture parce qu'on leur avait demandé de rester dans leur voiture. Donc il n'y avait pas photo, comme on dit en général. Et je dirais que s'il n'y avait pas eu les fraudes, moi-même, je pense que Donald Trump aurait été réélu. Et il y a une immense frustration chez beaucoup de gens aux États-Unis qui pensent que l'élection a été volée. Un bilan extrêmement positif à l'international, aux États-Unis même. Pourquoi cette haine de Donald Trump de la part des démocrates et des médias? Alors, si son bilan est si bon que ça, pourquoi est-il détesté par les élites des États-Unis? Tout simplement pour les raisons que j'ai énoncées au début, tout à l'heure, c'est-à-dire que Donald Trump veut défendre les valeurs de la civilisation occidentale, veut défendre son pays. Donald Trump est profondément patriote. Il veut défendre son pays, il veut défendre la civilisation occidentale. D'ailleurs, sur ce plan, il a prononcé en 2017 un discours absolument remarquable qui doit être relu donc, pour la défense de la civilisation occidentale en Europe. Disons aux Européens, vous devez défendre votre civilisation, vous devez défendre vos valeurs chrétiennes. Si vous ne le faites pas, vous allez vous effondrer. Donc c'est au cœur du discours de Donald Trump. Donald Trump a voulu aussi éviter que l'immigration vienne déborder le pays et en changer la nature. Il est prêt à accepter des immigrants. La preuve, je vis aux États-Unis, mais il veut des immigrants qui méritent de devenir américains. Il veut des immigrants qui défendent la civilisation américaine. Il veut des immigrants qui apportent quelque chose à l'Amérique. Il ne veut pas des immigrants qui viennent dans le pays pour piller le pays ou tirer avantage des systèmes de redistribution. D'ailleurs, c'est un problème qu'on retrouve dans le contexte français où la France, vous le savez parfaitement, subit elle-même une forme d'invasion par des populations qui ne cherchent pas du tout à s'intégrer avec toutes les conséquences qui en découlent. Donc je dirais que Donald Trump, défendant ses valeurs, ne pouvait que susciter la haine de tous ceux qui sont hostiles à ces valeurs. On évoquait le coronavirus il y a quelques instants. Il y a un autre événement aux États-Unis qui a marqué l'année 2020, c'est le retour du mouvement Black Lives Matter. Qu'en pensez-vous ?
Ce mouvement, si je regarde la presse française, d'ailleurs, tout est abominable. Heureusement qu'il y a TV Liberté pour donner des informations plus correctes et plus adéquates en France, parce que la haine de Donald Trump, on l'a retrouvée dans tous les médias français, on la retrouve jusqu'à présent. Hein. Tout ce que je lis sur Donald Trump ne correspond pas du tout à la réalité de la présidence Trump et à ce qu'est Donald Trump. Donald Trump n'est pas quelqu'un qui correspond à ça. Pour ce qui concerne Black Lives Matter, c'est la même chose. Dans le contexte français, on a présenté Black Lives Matter comme un mouvement qui lutte contre le racisme. Je dirais que les États-Unis sont une société qui est très peu raciste aujourd'hui, où le racisme est vraiment résiduel, et les démocrates essayent d'en faire leur fonds de commerce. Je dirais que si c'était un pays raciste, vous n'auriez pas eu un président noir élu 2 fois. Bon, je ne peux pas dire que Barack Obama a été victime du racisme contre les Noirs aux États-Unis. Sans ça, il serait resté marginal. Bon, je dirais que Black Lives Matter n'est pas un mouvement antiraciste. Black Lives Matter est un mouvement, il suffit de regarder les statuts du mouvement, un mouvement marxiste révolutionnaire qui veut abolir les institutions américaines telles qu'elles sont, et c'est un mouvement qui a donc mené des émeutes extrêmement violentes et qui a tiré prétexte de la mort d'un délinquant drogué, les choses doivent être dites. Donc il y a eu une exploitation éhontée de la mort de George Floyd, et je dirais que les émeutes ont été très bien organisées dans tout le pays. Et je dirais que... par qui, Monsieur Millière? Organisé par 2 mouvements, Antifa et Black Lives Matter, mais organisé en sous-main par les gens qui ont donné des financements à Antifa et Black Lives Matter. Et dans ces financements, vous avez des organisations telles que celles qui sont financées par George Soros, vous avez des associations qui sont liées au Parti démocrate, et d'ailleurs le Parti démocrate, pendant tout le temps où vous aviez ces émeutes, disait ce sont des manifestants pacifiques. Et il pouvait le dire alors qu'en arrière-fond, vous aviez des immeubles en train de brûler. Donc c'est étonnant, des militants pacifiques qui brûlent des immeubles et qui tuent des gens. Vous avez plus de 25 personnes qui ont été tuées, y compris des enfants, pendant ces émeutes. Vous avez 700 policiers qui ont été blessés, certains resteront mutilés pour le reste de leur vie. Vous avez des immeubles qui ont été brûlés, des commerces qui sont d'ailleurs des commerces qui, pour l'essentiel d'entre eux, appartiennent à des minorités ethniques et qui ont été totalement détruits. Ça a été absolument abominable. Avant-dernière question, Monsieur Millière, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien. Votre ouvrage s'appelle Trump, point d'interrogation. Joe Biden a été intronisé le mercredi 20 janvier. Peut-on répondre à cette question? Que va-t-il se passer après Trump? Je dirais qu'à la fin du livre, je dis après Trump, il y aura encore Trump et ce sera encore l'Amérique, ou après Trump, il y aura la gauche américaine et ce sera très différent. Je dirais que nous sommes dans le contexte du très différent, et je dirais que je lis ça et là dans la presse française que Trump... Qu'entre Trump et Biden, il n'y aura pas beaucoup de différence, et que Biden est un centriste. Non, Biden est un homme très diminué, c'est un homme qui est sénile, disons les choses comme elles doivent l'être. Je pense qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un peu un homme de paille, derrière lequel il y a toute une extrême gauche. Et je dirais que si vous regardez les décisions qu'il a d'ores et déjà prises, ce sont des décisions d'extrême gauche. Il a décidé d'arrêter la construction du mur, de rouvrir petit à petit les frontières, de réautoriser l'entrée aux États-Unis de gens qui viennent d'États terroristes. Il l'a dit, il l'a fait au nom de la nécessité de lutter contre l'islamophobie, mais la caractéristique des pays en question, c'est pas qu'ils sont musulmans, c'est qu'ils abritent des groupes terroristes et que ce sont des États terroristes. Donc il pose des grands dangers pour les États-Unis et même pour le reste du monde. Si vous regardez d'autres mesures, il a pris des mesures tels que l'arrêt du Keystone Pipeline, un pipeline qui va du Canada vers le Texas et qui permet de raffiner le pétrole de schiste canadien. Cela va créer du chômage. Dès le jour où il a décidé cela, 11 000 personnes qui travaillaient sur le pipeline se sont retrouvées d'un seul coup au chômage. Donc il prend des décisions économiquement délétères. Il a décidé de doubler le salaire minimum, de le faire passer à 15 $. Toute personne qui connaît un minimum l'économie sait parfaitement que si on augmente le salaire minimum, on diminue la possibilité pour un certain nombre de gens d'être employés, parce qu'un employeur ne peut pas embaucher quelqu'un qui va lui coûter davantage que ce qu'il lui rapporte. Et donc, beaucoup d'économistes disent que cette simple mesure, le passage du salaire minimum à 15 $, est quelque chose qui va créer 4 millions de chômeurs. Donc, je dirais que Joe Biden
prend une direction très, très à gauche. Je pourrais rajouter une multitude d'autres mesures dans le domaine de l'environnement, par exemple, et je pense qu'il va... Dans l'accord de Paris, par exemple, le retour dans l'accord de Paris des États-Unis sur le oui, mais l'accord de Paris est une escroquerie. La France ne devrait même pas être dans cet accord. Cet accord bénéficie beaucoup à la Chine. Et je dirais que la Chine est un pays très dangereux. C'est un pays totalitaire. On ne le dit pas assez dans le contexte français. Et le régime chinois est un régime extrêmement dangereux. Le régime chinois est exonéré des restrictions qui sont inhérentes aux accords de Paris. Et c'est les pays occidentaux qui sont censés, eux, se restreindre. Donc c'est quelque chose qui sert beaucoup à des régimes qu'on ne devrait pas servir. Et donc ce retour est quelque chose qui va nuire à l'économie américaine. L'économie américaine tournait parfaitement, il n'y avait pas plus de pollution qu'avant aux États-Unis. Au contraire, le rejet de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a baissé pendant les années de Trump pour des raisons très simples, c'est qu'il y a eu des progrès technologiques. Les gens ne sont pas tous des pollueurs fous. Si vous faites des projets technologiques, vous essayez de faire qu'ils polluent le moins possible la planète. Donc on peut se passer des accords de Paris et aller vers des projets qui sont bons pour l'environnement. Ce retour dans les accords de Paris fait partie des inepties que Joe Biden met en place parce qu'on lui dit de les mettre en place. Lui-même, il a une capacité mémorielle qui ne doit pas dépasser le quart d'heure, donc je ne sais même pas toujours si il sait ce qu'il signe, mais en tout cas, on lui fait signer des documents qui sont des documents très dangereux. Non seulement, j'insiste là-dessus, pour les États-Unis, mais aussi pour le monde occidental. Parce que si vous laissez rentrer des terroristes dans le monde occidental, aux États-Unis, ils peuvent se retrouver ailleurs dans le monde occidental. J'ai une autre question. On a beaucoup évoqué, enfin, sur cette dernière question, les relations entre la Chine et les États-Unis. À l'intérieur des États-Unis, comment voyez-vous l'avenir sur le plan sociétal, notamment? On voit d'un côté qu'il y a une fracture presque ethnique qui se crée de plus en plus. Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont dans le mur sur ce point-là? Je dirais que avec Joe Biden, je suis très inquiet pour le futur des États-Unis. Je dirais que Donald Trump, ayant créé un dynamisme économique, crée toutes les conditions pour que la société américaine évolue dans le bon sens. La pauvreté diminuait fortement, vous aviez des entreprises qui se créaient, vous aviez le plein emploi. Et je dois dire que vivant aux États-Unis, je voyais nulle part de signes de racisme ou de division raciale. La division aux États-Unis n'est pas une division raciale actuellement. C'est une division entre les grandes villes universitaires où vous avez des gens qui correspondent à ce qu'on appelle en général les bobos et qui sont passés par l'université et qui ont des idées très à gauche en général et qui achètent le vote des minorités, et le reste du pays qui est porteur de valeurs traditionnelles. C'est là que se situe le clivage aux États-Unis. Là où je vis à Las Vegas, je suis dans une gated community dans laquelle il y a essentiellement des militaires. Il y a des militaires blancs, il y a des militaires noirs, il y a des militaires hispaniques. Personne ne prête attention à la race. C'est les démocrates qui prêtent attention à la race. Et par contre, vous avez des quartiers qui sont des quartiers d'immigrants de fraîche date, essentiellement latinos, qui sont des quartiers où les gens ne s'intègrent pas du tout à la société américaine. Et les démocrates font tout pour qu'ils ne s'intègrent pas à la société américaine. Je dirais qu'ils veulent dissoudre le peuple américain par l'immigration, ce qui est un peu le projet de la gauche avec l'immigration en France. On retrouve un peu le même schéma de gauche. Donc si cette politique se poursuit, je pense que les États-Unis risquent d'avoir un nombre de pauvres et d'assistés qui va augmenter. Et je dirais que le projet fondamental des démocrates, tel que je l'analyse, c'est un projet qui ressemble à ce qu'on a appelé la grande initialisation. Et la grande initialisation a pour slogan, c'est ce qu'on a vu à Davos, Build Back Better, reconstruisons en mieux. Et c'était le slogan de la campagne de Joe Biden. Donc, le but, c'est d'avoir une strate supérieure constituée de milliardaires, de politiciens professionnels, de journalistes, de gens passés par l'université, et en dessous une plèbe que l'on veut appauvrir et maintenir dans la soumission. Et l'occupation militaire de Washington, c'était un signe qui allait dans ce sens-là. C'est un signe, ne vous soulevez pas, ne protestez pas, nous vous tenons par l'armée, nous vous tenons par la force. Dernière question, Monsieur Millière.
Donald Trump a prononcé ces derniers mots depuis la Maison-Blanche avant l'arrivée de Joe Biden. Il a notamment dit « We'll be back ». Nous reviendrons en français. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous souhaitez un retour pour Donald Trump? Est-ce qu'un retour de Donald Trump peut se faire dans 4 ans pour la prochaine présidentielle états-unienne, ou peut-il revenir avant? On parle notamment de la création d'un parti politique, le Patriot Party. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas certain que la création d'un parti politique dans un système politique et dans un système électoral où les élections ont lieu à un tour, où il n'y a pas 2 tours, soit nécessairement une bonne idée. Ce qui va se jouer, c'est que les démocrates vont tout faire pour que Donald Trump ne puisse pas revenir, parce qu'ils savent que Donald Trump est la personne la plus populaire et la plus admirée du pays. Donald Trump peut décider demain de faire une réunion publique quelque part, il y aura 40 000 personnes, 50 000 personnes. Ça, c'est une certitude absolue. Et donc, ils ont très très peur de Donald Trump. Ils peuvent compter sur les fraudes électorales pour l'écarter. Ils peuvent compter sur une procédure de destitution qu'il continue à mener en ce moment et qui est absolument scandaleuse et absurde. Vouloir destituer quelqu'un qui n'est plus posé en poste, c'est ubuesque d'une certaine manière. Bon. Ils font tout pour démolir Donald Trump parce qu'ils savent qu'il est très dangereux. Et au sein du Parti républicain, vous avez toute une élite, entre guillemets, républicaine qui est prête à s'entendre avec les démocrates, on l'a vu ces derniers temps, et vous avez tout un ensemble de politiciens qui sont des politiciens qui soutiennent Donald Trump. Et je dirais que dès les élections de 2022, parce qu'en 2022, il y aura un renouvellement intégral de la Chambre des représentants et d'un tiers du Sénat, ils veulent écarter les républicains de l'establishment, les remplacer par des gens qui soutiennent Donald Trump, tout faire pour que des fraudes comme celles qui viennent de se produire ne se produisent plus. Et dans ce cas-là, effectivement, en 2024, Donald Trump aura toutes ses chances. Il est, les sondages le montrent, l'homme le plus populaire et le plus admiré du pays. Et je dirais que si vous faites la comparaison avec Joe Biden, vous voyez que Joe Biden est très 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 loin derrière. Quasiment personne ne l'admire, quasiment personne ne le respecte. C'est pour cela que Washington était vide et qu'ils ont tout fait pour que Washington soit vide. Ça a dû décevoir la dizaine de personnes qui sont venues à Washington pour acclamer Joe Biden, mais ça n'en a pas déçu beaucoup plus. Il y avait à peu près 500 personnes devant Joe Biden le jour de l'intronisation et le reste de la ville était vide. C'est la première fois qu'il a autant de gens pour l'écouter. Juste une toute dernière petite phrase. Donald Trump a 74 ans aujourd'hui. Joe Biden, 78 ans. Si Donald Trump revient dans 4 ans, il aura 78 ans. On sait que Donald Trump a beaucoup critiqué Joe Biden sur son âge. Est-ce que ça ne posera pas un problème s'il revient dans 4 ans? Je dirais qu'il n'a pas simplement critiqué sur son âge, il l'a critiqué sur sa sénilité aussi. Et je dirais que si vous regardez la différence entre Donald Trump, si vous la regardez objectivement, entre Donald Trump et Joe Biden, vous voyez qu'il y a une différence de forme physique absolument flagrante. Donald Trump, dans les derniers jours de la campagne, a pu faire 3, même le dernier jour 4, réunions publiques pendant lesquelles il a parlé pendant 1h30. Et j'ai assisté à plusieurs réunions publiques de Donald Trump. Donald Trump est d'une force de la nature. Vous lui donnez peut-être 15 ans, 20 ans de moins que son âge, et je dirais que ce n'est pas du tout le cas de Joe Biden. La nature fait que les gens sont inégaux. Joe Biden a eu 2 accidents vasculaires cérébraux et il est évident qu'il a des problèmes très graves de sénilité. Donc je dirais que la différence d'âge n'est pas quelque chose qui a été fondamental. Il n'y a pas 4 ans de différence entre Donald Trump et Joe Biden cette année, il y avait 15 ou 20 ans de différence. Donc je dirais que, sauf s'il a un grave accident de santé, en 2024, Donald Trump sera quelqu'un qui en âge physique aura sans doute 65 ans, quelque chose comme ça, et pas 78 ans. Merci beaucoup, Guy Millière, d'avoir été avec nous. On rappelle, vous êtes depuis les États-Unis et vous avez publié cet ouvrage, L'après-Trump, aux éditions Ballant. Et évidemment, c'est disponible sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci beaucoup, Guy Millière, d'avoir été avec nous depuis Las Vegas. Merci.